On va parler d'infection du système nerveux central aujourd'hui, on va parler d'encéphalite herpétique et tenter de répondre à la question qui m'a été posée, c'est-à-dire de comprendre pourquoi le virus de l'herpès, le virus HSV, atteint dans cette pathologie préférentiellement les lobes temporaux. Alors, je n'ai pas de lien d'intérêt à déclarer pour cette intervention. Néanmoins, je suis l'investigateur de deux études qui sont financées par deux sociétés savantes, la Société européenne de réanimation et la SRLF, qui s'intéressent donc au pronostic de ces infections neuroméningées en réanimation. Alors, l'encéphalite, qu'est-ce que c'est? C'est une inflammation de l'encéphale. L'encéphale, c'est, vous le savez, une zone anatomique qui est définie donc par deux structures, les hémisphères cérébraux d'une part et le tronc cérébral étant divisé en trois parties, le mésencéphale dans sa partie supérieure, la protubérance et le bulbe, et dans ce tronc cérébral sont situés notamment les nerfs crâniens. Donc l'encéphalite, c'est une inflammation de l'encéphale qui est caractérisée par des symptômes neurologiques sur lesquels on va revenir, les causes infectieuses étant les causes les plus fréquemment identifiées, et dans ces causes infectieuses, c'est l'encéphalite herpétique en France qui est la plus fréquente. Alors, quels sont les signes cliniques des encéphalites herpétiques ou des encéphalites au sens large? On a une encéphalopathie, des troubles de conscience qui sont associés éventuellement à d'autres signes neurologiques, des signes focaux, déficit d'un membre, atteinte des paires crâniennes, des convulsions, qu'elles soient partielles ou généralisées, de la fièvre, c'est une maladie inflammatoire infectieuse, et tous ces signes peuvent survenir dans une fréquence relativement variable d'un patient à l'autre, rendant le diagnostic parfois très difficile. Alors on va s'appuyer sur des examens complémentaires, comme vous le savez, pour mettre en évidence l'inflammation neuroméningée. Au premier rang de ces examens, l'imagerie et même l'IRM cérébral, l'analyse du liquide cérébrospinal, et puis d'autres examens de biologie moléculaire d'une part, la PCR, et des examens physiologiques, l'électroencéphalogramme. Alors, l'encéphalite herpétique est caractérisée par des lésions qui associent donc des lésions à type d'agression virale directe au niveau du système nerveux central. On va retrouver sur le plan neuropathologique des inclusions virales au niveau des cellules nerveuses, donc que ce soit les neurones ou les cellules gliales. Et à ces lésions virales, d'agression virale, on va avoir une réaction inflammatoire, probablement disproportionnée, dans certaines zones du cerveau qui rend compte des symptômes à la phase aiguë et des séquelles observées chez la plupart des survivants. Alors il y a une chose qui est tout à fait frappante dans l'encéphalite herpétique, et c'est pour ça qu'on en discute aujourd'hui, c'est quand on regarde les séries autopsiques, ou les premières séries dans l'histoire de la médecine, c'est que l'atteinte temporale, nécrosante et hémorragique est vraiment très nette, avec une inflammation qui semble être quasiment exclusivement présente au niveau de ces zones anatomiques. Cette atteinte temporale est maintenant facilement mise en évidence sur les examens d'imagerie, donc sur l'IRM cérébral, et on voit classiquement maintenant que cette atteinte n'est pas localisée à ces lobes temporaux, mais qu'elle est en fait multilobaire, parfois extensive. On a un pattern classique qui est fronto-temporo-insulaire et qui peut être beaucoup plus diffus, bilatéral dans certaines circonstances. Alors si on vient maintenant à la question posée sur la physiopathologie et expliquer pourquoi le virus se localise préférentiellement dans ces zones anatomiques, eh bien il faut revenir à la physiopathologie. La physiopathologie, c'est l'herpès, c'est un virus qui est relativement commun, qui est ubiquitaire, HSV. On a été au contact de ce virus pour la plupart d'entre nous. HSV1, la séroprévalence est autour de 60%. HSV2, 20 à 30% de séroprévalence. Une primo-infection qui est le plus souvent asymptomatique, avec un virus qui peut coloniser en fait les muqueuses et puis se loger au niveau des neurones sensitifs et qui va globalement, par voie rétrograde, rester à l'état quiescent dans certains ganglions sensitifs. Si on prend l'exemple d'HSV1, au niveau donc du visage, c'est le ganglion trigéminé ou ganglion de Gasser dans lequel se loge le virus. Et donc une des hypothèses pour la physiopathologie de l'encéphalite herpétique, c'est qu'une réactivation de ce virus au niveau du ganglion, une propagation par voie rétrograde, va permettre la neuroinvasion dans une zone qui est en fait localisée au niveau du noyau de cette paire crânienne, qui est donc au niveau du tronc cérébral, au niveau de la protubérance. Alors cette physiopathologie
suggère une réactivation d'un virus qui a déjà infesté l'organisme. En fait, des études montrent que cette hypothèse n'est peut-être pas parfaitement juste, puisqu'on a, chez des patients qui sont séropositifs pour HSV et qui ont développé une infection neuroméningée, donc une encéphalite herpétique, on a pu observer des discordances de sérotypes, c'est-à-dire que le patient est séropositif pour un type de virus et il a développé une encéphalite herpétique liée à un autre sérotype. Donc ceci va un petit peu contre l'hypothèse d'une réactivation. Le deuxième point, c'est sur le ganglion trigéminé. Si vous faites un parallèle avec l'anatomie, expliquer des lésions temporales alors que le noyau de la paire crânienne est au niveau de la protubérance, c'est quelque chose qui, sur le plan anatomique, pour une dissémination de proche en proche, ne fait pas tout à fait sens. Alors il y a une autre hypothèse physiopathologique qui est tout à fait intéressante et qui a été remise au goût du jour par l'infection à SARS-CoV-2, c'est la voie olfactive. Une proportion non négligeable de patients présentent en fait des prodromes ou des signes avant les signes encéphaliques qui sont en fait de la dysosmie, c'est-à-dire une sensation anormale de l'odorat. Il est possible que HSV colonise l'épithélium olfactif au niveau des fosses nasales et par voie, on va dire encore une fois de proche en proche, par voie transcribiale, il va coloniser le cortex olfactif, le cortex basifrontal, le système limbique, c'est-à-dire la partie interne des lobes temporaux. Et c'est parfaitement illustré par des études en imagerie où on voit cette atteinte basifrontale prédominante à la phase aiguë de l'infection. Alors cette voie olfactive, elle est très intéressante parce que sur le plan anatomique, elle explique vraiment la dissémination de proche en proche et la bilatéralisation qu'on observe relativement fréquemment chez ces patients, la bilatéralisation des lésions. Le troisième mécanisme, ce serait bien sûr une dissémination hématogène, soit par la réactivation d'un virus qui serait en fait quiescent dans le parenchyme cérébral, soit lors d'une primo-infection chez des patients pour lesquels l'immunité est compromise. Et ça, c'est, on va dire, illustré chez des patients très immunodéprimés, où on voit à la phase aiguë d'infection herpétique disséminée des atteintes encéphaliques extrêmement extensives associées. Donc voilà sur la physiopathologie. Finalement, on a trois mécanismes possibles. Un mécanisme, on va dire, historique, classique, sur une réactivation dans le ganglion sensitif au niveau de la 5e paire crânienne. Une voie de neuroinvasion, on va dire, plus directe, olfactive, de proche en proche, qui fait tout à fait sens sur le plan neuroanatomique et qui semble répondre partiellement, au moins, à la question qu'on se pose aujourd'hui. Et puis dans des cas, on va dire, très particuliers, de patients avec des comorbidités, des patients immunodéprimés, une voie hématogène d'infection disséminée avec localisation secondaire au niveau du système nerveux central.